Bonjour à tous, donc on va continuer notre livre, La classe du brevet. Si vous avez manqué les épisodes précédents, ils sont disponibles sur ma chaîne. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus. Le chapitre d'aujourd'hui s'appelle Manuel de Guerrieros. Le Guerriero, pardon. Tous les matins à 7h30, Rémi se penchait par la fenêtre de sa chambre, attenant au grenier à foin, et il contemplait la prairie en pente que cernait la petite propriété de Verprat. La verte prairie où il avait couru tout au long de son enfance, qu'il aimait d'un amour secret, déchiré, et qu'il rêvait pourtant de quitter pour aller vivre dans une ville lointaine et travailler tous les jours au fond d'un bureau de poste confiné et poussiéreux. Mais c'était le destin, et s'il ne choisissait pas la poste, ce serait une administration toute pareille, grisâtre, sans soleil, sans herbe. Adieu, Verprat. Le Verprat, c'était 8 ou 9 hectares de prés envahis par les joncs, dans une combe humide de terre caillouteuse et de vieilles vignes mêlées à des vergers de pêchers et de cerisiers sur un plateau étroit, serré entre les bois. Dans ces bois, partagés entre de nombreux propriétaires, quelques plaques de sol nu, sous des chênes rabougris, marquaient les truffières, et celles des Lagrange n'étaient pas les moins productives. Les champignons, truffes, cèpes, girolles, oranges, morilles avaient joué un grand rôle dans la vie de Rémi. Dans un creux au fond de coteau se nichait la ferme, habitation et dépendance. Le toit du pigeonnier veillait sur une douzaine d'autres, dispersés en tous sens à toute hauteur. Les bâtiments ressemblaient à un jeu de construction sur le point de chavirer. 3 ou 4 marches usées menaient au seuil de l'habitation. Une fenêtre masquée par un rideau éclairait tant bien que mal la cuisine, une longue pièce à laquelle s'amarraient, eût-on dit, toutes les autres, même la cave, la grange, les étables et les greniers. Au fond, la cheminée surélevée avec le coin du cantou, qu'on se partageait l'hiver. Alors si quelqu'un sait ce que c'est le cantou, je veux bien que l'on me dise en commentaire ce que c'est. Qu'on se partageait l'hiver dans la fumée et l'odeur de suie. Le chien Gaspard et les chats de la maison y avaient leur domaine. Au milieu, une table carrée en chêne massif. C'est là que Rémi faisait ses devoirs depuis le cours préparatoire. Un vieux buffet, un immense placard mural, une pendule comtoise, un vieux poste de radio, un coffre, 2 bancs, 3 chaises et un tabouret complétaient le mobilier. Ce qui plaisait à Rémi quand il était petit, c'était le nombre de portes qui s'ouvraient dans cette pièce. Il y en avait 6. Une menait sur le seuil, la porte extérieure, double, avec des volets et une imposte. Une conduisait à la cave, une au grenier, une à la grange et aux étables, une à un cellier des barras, une à la chambre des parents. On aurait pu même en compter une 7e, une espèce d'ouverture dans l'escalier du grenier de la grange, avec une échelle montant à la soupente qui servait de chambre à Rémi. Chacune avait un recoin, et pour l'enfant rêveur qu'il avait été, chaque recoin était un monde. Au cours moyen, il avait raconté dans une rédaction l'histoire d'un garçon qui voyageait par les portes de sa maison, avec toutes sortes de pays merveilleux. Par la porte du grenier, il visitait le pays des fées. Par celle de la cave, la grotte des chauves-souris géantes. Par celle du débarras, la vallée des nains. Par l'escalier de la grange, en fermant les yeux au bon moment, il accédait au territoire des lutins. Mais l'instituteur avait grommelé. « Je voudrais savoir où t'as copié cette histoire. » Et sa mère. « Mon Rémi, fais plus attention. Tu peux pas avoir trouvé ça tout seul. Tu as dû le lire et t'en rappeler avec ta mémoire. » Plus tard, il avait gardé au fond de lui la conviction de pouvoir écrire une belle histoire, s'il en avait envie, si une occasion se présentait. Par exemple, si le professeur de français proposait un texte libre. Léonie, la mère, s'occupait du bétail, de la volaille et de tous les menus travaux. Alphonse, le père, que tout le monde appelait facteur Lagrange, la rejoignait jusqu'à la fin de la tournée et s'activait le dimanche aux labours et gros travaux
de la terre. 3 jours par semaine, un ouvrier espagnol, Manuel Miranda, ancien réfugié républicain, aidait aussi les Lagrange pour les tâches les plus lourdes. Les 3 autres jours, il travaillait à ce qu'il appelait la propriété du curé. En fait, la métairie des Tourelles, appartenant à la paroisse qui fournissait légumes, fruits, œufs et volailles à l'école libre. Le métailler ne dessoulait guère qu'en carême, car c'était une exigence de l'abbé Sidoine, et Manuel de plus en plus prenait sa place à la grange, à l'étable et dans les champs, et même pour les relations avec le curé. Il s'amusait fort de cette situation, lui, le républicain de toujours, quasiment communiste et farouchement anticlérical, devenu l'homme à tout faire des prêtres, y trouvant son avantage et son plaisir. Et puis quoi? Le diable s'essuie la queue avec l'orgueil du pauvre. Ce n'était qu'un des nombreux proverbes espagnols qui jetaient à tout propos, comme pour se moquer de lui-même. Manuel était pour Rémi un oncle d'Amérique, un oncle sans le sou, la tête pleine de récits de guerre et d'aventures, qu'il contait avec un accent doux et chantant, gage d'exotisme et de vérité à la fois. Grâce à lui, Rémi connaissait par cœur les faits d'armes de Cristino Garcia, Cristino le guerriero, dont Manuel avait été le compagnon en Espagne et en France. C'était un homme de presque 40 ans, trapu, musclé, les poings toujours serrés, sauf lorsqu'il tendait la main à ses amis. Il ouvrait alors une paume immense, burinée de lignes noires, profondes. Son air indompté faisait paraître sa tête plus sombre et ses traits plus rudes. Mais souvent, près de Rémi, le masque glissait de son visage comme une peau morte. Il paraissait alors plus jeune, malgré ses cheveux déjà un peu gris. Un jour de mai, où le soleil brillait si fort, Manuel avait oublié sa veste bleue sur un piquet de vigne. Rémi, qui passait par hasard, vit de loin le vêtement, le prit sous le bras. Il songea que l'Espagnol devenait bien oublieux depuis quelque temps. Qu'est-ce qui lui trottait donc par la tête? Le portefeuille de Manuel tomba alors d'une poche de la veste que Rémi avait balancée sur son épaule. Il s'ouvrit par terre. Une photo glissa. Photo d'amateur au coin froissé, au fond un peu terni, jauni et taché. Il fallut 5 secondes à Rémi pour reconnaître Étiennette Pérouse, la cuisinière de l'école libre. Pas une gravure de mode, mais bien plantée, assez jolie, pas trop vieille pour une veuve, 2 fois veuve. Il croisait plusieurs fois par jour l'Étiennette, une grande femme brune, le visage long, les yeux brillants, les lèvres rouges, les pommettes hautes. Il lui apportait des champignons qu'elle lui payait ou non, selon son humeur ou la trésorerie de l'école. Il l'avait toujours vue habillée, et plutôt bien, corsage fermé jusqu'au cou pour complaire au curé, mais toujours un bouton sauté sur la poitrine. Une longue jupe noire pour le deuil et la bienséance, des bas de soie dessous et des escarpins à hauts talons aux pieds. Sur la photo, tous les boutons avaient sauté. Elle était en costume d'Ève, nue comme un verre et voire même un peu plus. Elle était déshabillée, assise à demi étendue dans un coin du lit. Elle montrait son gène, son nombril et ses genoux, sa gorge au sens féminin du mot, comme M. Dubon lui remarquait, et sans autre chose offerte et attirante. Sa robe et ses sous-vêtements étaient éparpillés autour d'elle, sur le lit et le plancher. Mais elle avait aux pieds des souliers noirs très élégants. Rémi tint un moment la photo dans ses doigts tremblants. Il la trouvait émouvante et magnifique. Il n'avait jamais vu une telle image. Il était un peu suffoqué, mais pas effarouché, pas même gêné. Une sorte d'émerveillement l'emportait en lui sur toute autre émotion. Il eut d'étranges sueurs. Il fourra la photo dans le portefeuille à côté du permis de conduire de l'Espagnol. Le portefeuille dans la veste bleue qu'il jeta sur son épaule. Puis il s'octroya une pause de réflexion. Il savait
que Manuel vouait à la belle cuisinière depuis longtemps un attachement têtu. Était-ce de l'amour ? Il le comprendrait peut-être cette année en étudiant l'Andromaque de Racine. Il se demanda si Manuel avait pris la photo un jour qu'ils étaient au lit ensemble. Qui d'autre aurait pu le faire ? Et la veuve Pérouse devait beaucoup l'aimer pour avoir permis cela. Pourquoi ne se mariait-il pas alors ? Rémi reprit la photo, le portefeuille, sortit la photo et la regarda longuement, à l'abri d'un coin de haie, après s'être assuré que personne ne le guettait. Il n'eut aucune peine à la graver dans sa mémoire. Il la remit en place une deuxième fois dans le portefeuille et remit le portefeuille dans la veste et reporta celle-ci là où il l'avait prise. La nuit suivante, il rêva qu'il apportait à la veuve Pérouse un panier de mousserons très blanc. Et tout à coup, le champignon n'était plus dans un panier d'osier, mais dans une paire de souliers noirs, comme ceux de la veuve, et il tenait un soulier dans chaque main par le talon. Manuel eut-il le soupçon que Rémi avait visité son portefeuille ? Il bouda longtemps. Il resta des mois sans raconter une seule histoire. Peut-être avait-il des soucis que Rémi ne pouvait connaître. Peut-être était-il travaillé par quelque honte secrète. Il tirait la lippe en un rictus querelleur. Ses yeux s'injectaient. Il oubliait de se raser la moitié du temps. À table, il fermait son couteau à mi-repas. Rémi n'aimait pas croiser son regard. Il se sentait fouillé jusqu'au cœur, mais c'était peut-être pure imagination. Après 3 mois de ce manège, l'Espagnol avait maigri de plusieurs kilos, et or, il n'était déjà pas gras. Rémi cessa de se croire responsable du tourment de son ami. Sans aucun doute, c'était autre chose d'infiniment plus grave. Enfin, Manuel se décida à parler d'abord à Rémi seul, et puis un soir, aux 3 Lagrange réunis. « La veuve joyeuse veut se marier, dit-il, et il éclata de rire. « Oui, avec moi. Elle veut oublier Pérouse avec Manuel le Rouge, qui ne sera bientôt plus rouge qu'au bout du nez. Elle a obtenu du curé qu'il nous donne la propriété de la paroisse en fermage, et elle garderait sa place de cuisinière à l'école. La propriété des Tourelles fait une 30aine d'hectares, j'y serai occupée tout mon temps. Et je ne pourrai plus travailler pour vous. Adieu, Verprat. Vous savez, mes amis, j'ai passé avec vous les meilleures années de ma vie, avec les années de Cristino. Quel âge avait mon camarade Rémi quand je suis arrivée ici ? 5 ou 6 ans, et le voilà maintenant presque un homme. Vous vous doutez que je n'ai pas grande envie de devenir fermier du curé, et que l'Étiennette n'est pas mon idéal féminin. Mais on a envie de se fixer une bonne fois tous les deux. Les femmes, c'est comme les figues vertes, elles mûrissent à force d'être touchées. Et puis, avec le nouveau statut de fermage voté par l'Assemblée nationale, on serait à l'abri d'un coup du sort. Enfin,